Bienvenue dans cette masterclass sur le digital responsable. Merci. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes en direct avec Parfait. les élèves de l'IM. Je vais vous présenter rapidement, hein. Vous êtes Chief Operating Officer chez Wavemaker, Oui, une tout à agence de fait. publicité marketing. Vous avez plus de 10 ans dans le marketing digital. Je peux dire ça, Et oui. voilà. Et aujourd'hui, justement, vous allez nous parler du digital responsable chez Groupe M. Oui, Est-ce tout que à vous fait. pouvez nous en dire plus déjà, peut-être Oui, ce que tout c'est? à fait. Donc moi je m'appelle Aurélie. Aujourd'hui, effectivement, je dirige des expertises digitales chez Wavemaker. On retrouve à l'intérieur de ça le social, le search, le programmatique, le display. Je ne sais pas si tout le monde est très familier avec l'ensemble de ces termes. S'il y a le moindre acronyme un peu pénible, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Aujourd'hui, effectivement, donc moi je dirige ces équipes-là. Je travaille au sein de chez Groupe M. Je reviendrai un peu dessus. Groupe M, c'est effectivement une entité qui appartient à WPP, qui rassemble tout un tas de métiers autour de la communication et de la publicité. Et Groupe M est la partie média, dans laquelle vous retrouvez 4 agences que sont Essence Mediacom, Mindshare, Wavemaker et Kayad, et qui sont les agences médias du groupe. Moi, je m'occupe particulièrement du coup de la partie Wavemaker encore jusqu'à demain, puisque à partir de samedi, je bascule au groupe et je m'occuperai de l'ensemble des activités digitales du groupe. Toujours le digital. On va en parler pas mal. Effectivement, la partie responsabilité est de plus en plus importante dans nos métiers de la communication en général, mais en fait dans les métiers de tout le monde. La grande difficulté, c'est plus comment concilier ces enjeux de responsabilité avec les enjeux de performance qui sont demandés par les annonceurs. Et c'est un peu de tout ça dont on va parler. Je ne sais pas si moi je peux projeter directement du coup. Oui, sûrement. Partager. Tac. Tac, tac, tac. Si je fais ça, vous devez voir mon écran. Tout à fait. Super. Vous pouvez le mettre en diaporama. Super, on voit tout. C'est Parfait. parfait. Super. Donc voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on va discuter de comment travailler des plans médias un peu plus responsables. Alors déjà, léger point de contexte, si jamais vous ne l'aviez pas en tête. Alors, quand je me suis mis à retravailler un petit peu cette presse pour vous, c'est toujours des chiffres qui me font un peu peur, mais en l'occurrence, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, si on considérait le digital comme un pays, on serait le 3e consommateur d'énergie derrière la Chine et les États-Unis. Donc, c'est pas anodin le digital. Après, le digital, c'est très large. Ça regroupe énormément d'activités, énormément de sujets dont on va parler, mais c'est loin d'être anodin. Aujourd'hui, la publicité, donc au sein de tout cet écosystème digital, elle est très présente dans les services numériques. Elle sponsorise d'ailleurs très largement l'usage des services numériques qu'on a un petit peu tous. Et ça représenterait environ 60 millions de vols entre Paris et New York si on essayait de calculer voilà la consommation que la publicité digitale peut avoir au sein de notre écosystème. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde a bien en tête que c'est pas possible de continuer ainsi, qu'il va falloir faire les choses différemment, et c'est notamment vrai auprès de la plus jeune génération, qui est donc la génération consommatrice de demain et d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui 92% des 15-24 ans exigent de la part des marques, donc de la part des annonceurs, qu'elles s'engagent à réduire leur impact environnemental dans leur campagne de communication. Donc c'est sur ce prisme-là que nous on essaie en tout cas de travailler avec la plupart des annonceurs qui l'ont de plus en plus en tête, puisque ça va faire 3, 4, 5 ans que dans les appels d'offres, donc le moment où les annonceurs décident de changer d'agence média ou de renouveler un contrat avec une agence média, elles intègrent dans l'appel d'offres cette notion de gestion de l'impact environnemental ou plus globalement la notion RSE dans la proposition que l'agence média doit leur faire pour les contrats des années à venir. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. WPP, groupe de communication dans lequel vous avez 4 agences médias qui appartiennent à Groupe M, qui est l'entité d'achat média de WPP.
Juste un petit focus, on parle de responsabilité. La responsabilité, ça s'arrête pas à l'écologie, même si on va beaucoup en parler aujourd'hui. On a chez WPP un framework qu'on essaye de suivre le plus possible, en toute humilité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore très embryonnaires, entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça. Les 5 piliers, en quelques mots, le premier, c'est tout ce qui va être autour de ce qu'on appelle la brand safety et la suitability. Donc, c'est s'assurer un maximum que nos annonceurs sont au sein de sites et de contenus fiables pour eux d'une part, mais que leur argent n'est pas non plus utilisé sur des sites qui promeuvraient de la haine ou des fake news, etc., etc. Donc c'est vraiment cet aspect comment s'assurer que je suis dans un contexte qui est sain et qui est sain, oui, globalement. La partie data éthique, c'est plus autour de l'usage que l'on va faire de la donnée. Vous savez aujourd'hui que on est tous largement ciblés, targetés. Et la plupart du temps, notre donnée est récoltée par tout un tas d'entreprises, que ça soit à la caisse de chez Carrefour, quand vous acceptez la carte de fidélité de Carrefour, ils récoltent de la donnée pour vous et vous l'avez accepté de facto, que ce soit quand vous téléchargez une application et que vous lisez pas l'ensemble des conditions générales de vente, parce que personne fait ça. On récolte de la donnée à nouveau, etc., etc. Mais il y a aujourd'hui des entreprises qui ont une tendance à l'abus et surtout qui ont une tendance à pas forcément aller demander ce consentement. Donc nous, on s'assure un maximum de travailler avec des entreprises qui ont, en tout cas, essayé d'être le plus propre possible dans la récolte du consentement et dans l'usage que l'on va faire de cette donnée. La partie diversité, équité, inclusion, c'est plus quelque chose qui est très interne à Groupe M et qui est comment promouvoir la diversité, une bonne inclusion, l'équité entre les salariés, l'équité entre nos annonceurs aussi, mais globalement c'est beaucoup plus interne. La partie journalisme responsable, j'en parlerai néanmoins un petit peu, même si on va beaucoup se focuser sur la partie écologie. Elle vise à se dire aujourd'hui les médias de manière générale et le digital étant le média qui a tendance à prendre de plus en plus d'argent dans le paquet entre guillemets qui est mis à disposition des médias, se doit lui aussi de ne pas oublier que si aujourd'hui on a des journalistes en France, c'est en grande partie parce que la publicité est là pour les payer. Donc il faut ne pas oublier où cet argent circule et les annonceurs et les agences médias ont une part de responsabilité dans cet exercice, mais je reviendrai un petit peu dessus. Et la partie sustainability, qui est donc le cinquième pilier, et lui plutôt tourné autour de l'écologie et de l'impact carbone que l'on peut avoir au sein des campagnes digitales. Donc WPP a pour ambition, parce que ça reste une ambition, parce qu'on va pas non plus faire les malins, c'est pas si simple que ça, a pour ambition d'atteindre le niveau de zéro émission dans ses activités d'ici 2025 et dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Donc dans ces activités, ça va plutôt être autour de comment effectivement je réduis au maximum la manière dont je travaille en agence créa, ça va être comment j'essaye de diminuer un maximum ma consommation de CO2. Je vous donne quelques exemples. C'est comment, quand je crée un décor pour une publicité, je le recycle ou je le rends réutilisable. C'est comment, au lieu d'aller en Afrique du Sud pour faire les tournages parce que il fait beau, il fait chaud et que c'est pratique, j'essaye d'être beaucoup plus proche et tant pis pour la météo. Et donc, il y a tout cet aspect. Sur la partie média, on va en parler un peu plus en détail. Et la chaîne d'approvisionnement, c'est un peu plus large que ça. Ça passe par les campus de WPP, par exemple. Depuis quelques années, WPP achète ses propres bâtiments pour loger ses agences, qui lui permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la gestion de l'énergie, dans la gestion des déchets, etc., etc. En France, le campus vient d'ouvrir, on a déménagé il y a 4 semaines, il est à Levallois-Perret, et aujourd'hui, le campus est par exemple entièrement en énergie renouvelable, il y a zéro plastique, etc., etc. Donc ça leur permet aussi d'avoir cette main au sein de cette consommation, parce qu'il n'y a pas que nos métiers qui consomment, il y a aussi la manière dont on gère les employés, les espaces, etc., etc. Donc, on essaye pour élaborer des plans durables, des plans responsables. On a 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est comment on va mesurer, parce que déjà, c'est un enjeu. Comment on mesure, comment on s'assure de mieux connaître et de savoir quelle est la consommation de CO2 que l'on génère. Le deuxième pilier, une fois qu'on a mesuré, c'est bien joli, mais comment on essaye de réduire un maximum de campagne en campagne ou au sein du plan à venir la consommation de CO2 qu'on fait.
Et le troisième pilier, c'est autour de la compensation, puisque une fois qu'on a essayé de réduire, il en reste toujours et il en restera très certainement toujours. Donc, comment on essaye d'aller compenser cette consommation de CO2. Donc, on va s'attaquer au premier pilier pour commencer, qui est donc la partie mesure. Donc la partie mesure, aujourd'hui, GroupM a créé son calculateur carbone, sa calculette carbone. Je vais en parler assez brièvement et je pense que Hélène va derrière moi beaucoup plus parler de ce sujet. Donc pour analyser les émissions de CO2, effectivement, beaucoup d'agences médias et le marché en général s'est beaucoup attaqué à ça, Hélène vous en parlera, essayer de construire des calculettes pour justement essayer de mieux comprendre quel était l'impact carbone que les plans médias pouvaient avoir. Donc nous, on a aujourd'hui une calculette qui est valable dans tous les pays du monde et notamment pour nos clients qui sont sur plusieurs pays, essayer d'avoir des bases un peu communes. Elle est basée sur des hypothèses qui est néanmoins spécifique à chaque marché puisque chaque marché n'a pas la même consommation de carbone en fonction de son propre mix énergétique. Est-ce que je dépends d'énergie renouvelable, nucléaire, carbone, charbon, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont assez complexes. Néanmoins, dans les grandes lignes, voilà ce qu'on essaye d'atteindre. Déjà, on essaye d'atteindre une méthodologie qui permettrait de prendre en considération toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est partiel, mais c'est le but à atteindre. Toute la chaîne de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà la production, parce que nous, on fait de l'achat média, mais avant de faire de l'achat média, il y a un moment quelqu'un qui produit la créa que l'on va utiliser. Donc, la production de la partie créa, c'est une première brique sur laquelle il faut travailler. Quand on est particulièrement dans un environnement digital, on doit aussi s'attarder à savoir qu'est-ce que ça consomme finalement, le stockage de la donnée digitale, le poids que ça peut créer. Vous avez tous entendu parler de data center et de champs de data center enterrés aux États-Unis ou en Chine pour traiter de la donnée. Aujourd'hui, c'est très très lourd en consommation le stockage d'une information digitale. Après, on a la partie plus liée à la campagne, autour de quelle est la consommation que je vais faire quand je vais essayer d'atteindre le consommateur que j'ai décidé de cibler. Donc là, on a plus des problématiques de quelle est la qualité du réseau que je vais devoir utiliser. Je vais y revenir un peu. Ensuite, on a la partie liée à ce que le consommateur va utiliser. C'est pas le même usage et c'est pas la même génération d'énergie que de regarder une vidéo sur un ordinateur, une télé ou un téléphone mobile. Et une des parties les plus difficiles, le end of life, qui est donc la partie qu'est-ce qu'on fait de nos devices à la fin de leur vie. Aujourd'hui, quand vous avez consommé une publicité sur un téléphone, on essaye de considérer que ce téléphone, la plupart du temps maintenant, pour les nouvelles générations, au bout de 2 ans, on lui considère que sa durée de vie est terminée et on va chercher à aller en acheter un autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de poser lorsqu'on travaille cette méthodologie. Donc, quelques exemples. Plus à l'intérieur de la campagne média, on va se poser la question, quel est le format qui va être utilisé? Aujourd'hui, le poids d'une vidéo, c'est beaucoup plus élevé que le poids d'une image. Donc, on va essayer d'orienter nos annonceurs quand la vidéo est pas obligatoire. N'oublions pas, et à la fin, il faut quand même faire des performances sur une campagne et faire passer un message. On essaye d'orienter sur cette partie-là. Au sein d'une vidéo, au-delà du fait que aujourd'hui, la consommation du digital a tendance à aller vers des formats courts parce que c'est l'usage qui veut ça et qu'on essaye d'aller snacker des petits contenus. Il en reste pas moins qu'une vidéo qui dure 5 secondes, elle va être moins consommatrice en termes de stockage, de diffusion, etc. qu'une vidéo qui en dure 30. Donc, c'est toutes ces approches qu'on essaye de pousser en allant mesurer finalement le poids de la créa et le coût du transfert qu'elle va générer en termes de stockage et de transfert de la donnée, effectivement. Donc, une fois qu'on a essayé de calculer tout ça, on va essayer de réduire notre impact. Réduire notre impact, il y a plusieurs options. Il y a, comme on adapte le plan média à des supports qui sont plus écologiques, je vais revenir, il y a quelques partenaires là-dessus qui nous permettent qui permettent de travailler sur ce genre de choses, mais globalement, vous avez des acteurs qui ont décidé d'essayer de mesurer la manière dont les sites génèrent du CO2 globalement, donc ils vont analyser le contenu de la page, la lourdeur de la page, le chargement des informations au sein de cette page, etc. Et nous, ça nous permet aussi parfois d'orienter un peu nos campagnes en se disant
à support un peu égal, à thématique un peu égale, pour toucher finalement à peu près la même cible, je vais essayer de m'orienter plutôt vers le site qui est moins consommateur d'énergie, parce qu'il a été paramétré ainsi, parce qu'il a été développé ainsi, plutôt qu'un site qui est très lourd et très consommateur d'énergie. Le deuxième, c'est un peu ce que je vous disais, c'est comment j'essaye d'optimiser les créations, donc comment je travaille avec les annonceurs pour que les créas soient plus légères, pour que il y ait pas de vidéos si c'est pas nécessaire, etc. Et le troisième, c'est de travailler avec des offres durables avec des partenaires, parce qu'effectivement, ça je vais moins vous en parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travail de la part des éditeurs et des régies en général à elles-mêmes essayer de travailler avec divers partenaires à réduire leur consommation de CO2. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, on travaille beaucoup avec Impact Plus, qui est une solution qui, elle, mesure et permet de réduire spécifiquement les émissions de carbone. Donc, elles analysent au sein des campagnes digitales sur quel device on va placer, quel est le format, quel est le partenaire média qui va diffuser, quelle est la création utilisée, etc. Et en termes d'exemple, avant la campagne, ça va être prioriser les vidéos courtes, par exemple, ça va être réduire le poids des éléments graphiques. On n'a pas forcément besoin d'une créa qui fait 1 giga quand on fait du mobile sur Facebook, par exemple. Donc, ils vont aussi accompagner beaucoup les annonceurs sur quel est le bon poids à utiliser, parce qu'on n'a pas toujours besoin de l'intégralité de ce poids. Ils vont nous aider aussi à sélectionner les devices les moins consommateurs d'énergie, d'un téléphone à un autre, que ce soit Android ou Apple, ça varie du tout au tout sur la consommation qui est d'énergie qui est derrière. C'est valable aussi sur un ordinateur. Et toutes ces informations peuvent être assez facilement ciblées dans les campagnes. Vous pouvez assez facilement choisir le device sur lequel on va décider de diffuser la publicité. Pendant la campagne, ça revient plutôt autour de comment j'identifie les meilleurs contextes et les sites les moins émetteurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et quelque chose qui est assez facile aussi à utiliser, c'est de prioriser des ciblages moins polluants. Par exemple, le Wi-Fi, c'est quelque chose de beaucoup moins polluant que de cibler des acteurs qui sont en 3, 4, 5G. Aujourd'hui, si vous prévoyez pas de ciblage par défaut, si vous prévoyez pas de ciblage, pardon, le ciblage par défaut, ça va être de faire basculer la campagne un peu partout. En revanche, vous pouvez imposer à ce que le ciblage ne soit que sur des terminaux qui sont connectés au Wi-Fi, et en conséquence, si le consommateur que vous ciblez n'est pas consommé au Wi-Fi, il ne recevra pas la publicité quand il est sur YouTube ou je ne sais où. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent permettre de diminuer la consommation de CO2. Et donc la pré-campagne Impact Plus, puisque c'est quand même un mesureur, nous permet d'avoir la mesure globale du plan média et de comparer environnementale avec les performances de la campagne, puisque encore une fois, n'oublions pas, à la fin, il faut quand même faire des perfs. Les annonceurs, c'est aussi pour ça qu'ils paient. Donc nous, notre enjeu, c'est de réduire le maximum, mais on est évidemment obligé de faire attention à la qualité des campagnes. Mais c'est pas antinomique, parce que là, je vous ai mis en exemple ce qu'a donné les dernières campagnes que l'on a fait avec Impact Plus. Quand on bascule effectivement exclusivement une campagne en Wi-Fi versus une campagne qui aurait tourné avec un mixte, un peu de Wi-Fi, un peu de 3G, 4 et 5 et 5G, on a réussi à obtenir à peu près moins 42% d'émissions de CO2 pour finalement plus 4% de complétion. Donc la complétion, c'est quand une vidéo publicitaire est vue à 100%. Et vous voyez qu'en l'occurrence, les performances ont été meilleures qu'une campagne classique. Ce qui est finalement pas complètement illogique, puisqu'on peut assez facilement se dire qu'on a tendance à plus regarder une vidéo quand on est correctement installé chez soi, potentiellement avec le Wi-Fi, que dans le métro avec la 3G. Donc voilà, ça nous permet de faire ce genre de choses. On travaille avec 2 autres acteurs. Un acteur, pour vous montrer que ça peut aller assez loin, Synzis, par exemple, l'acteur de gauche, c'est un acteur qui travaille plutôt avec les éditeurs à ce que les sites, notamment, soient moins consommateurs d'énergie. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous allez sur un site web, vous allez avoir l'intégralité de la page web qui va se charger, le contenu évidemment, la publicité, et en cas de vidéo, la vidéo va se télécharger sur le site en attendant que vous la regardiez. Or, si vous la regardez pas, c'est quand même de l'énergie un peu dépensée entre guillemets pour rien. Donc Synzis, ils vont travailler à ce que, au lieu d'être téléchargée, cette vidéo, elle soit streamée, et du coup, en conséquence, l'énergie sera consommée que si la vidéo est réellement regardée. Donc c'est des acteurs qui sont de plus en plus importants sur nos marchés. Et Vinmiser, c'est un acteur qui lui travaille de l'encodage. Donc eux, aujourd'hui, pareil, la vidéo, quand on la reçoit, souvent on a une vidéo
qui va être valable pour l'ensemble des devices. Or, un mobile n'a pas du tout besoin de la même qualité et du même poids de vidéo qu'un device télé quand on est sur de la connected TV ou un device ordinateur, etc. Eux, du coup, ils vont travailler avec les annonceurs à encoder au juste poids par device et en conséquence ne pas surconsommer de la bande passante s'il n'y a aucune utilité à faire ça. Alors, on va parler d'un monde un peu obscur parfois, qui s'appelle le programmatique. Alors, je ne sais pas trop si vous êtes familier avec tout ça, mais dans les grandes lignes, le programmatique, c'est l'automatisation, entre guillemets, de campagnes digitales. Alors, l'automatisation est un grand mot. En gros, on met du côté de l'agence ce qu'on appelle un DSP, qui est une plateforme qui permet d'acheter aux enchères sur une place de marché des inventaires publicitaires. Et de l'autre côté, vous avez les éditeurs qui, eux, ont mis à disposition ces inventaires au sein de ce qu'on appelle un SSP. Donc, l'offre et la demande se rencontrent. On fait des enchères et globalement, on achète des inventaires publicitaires comme ça. Ça, c'est la face facile. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, du côté de l'éditeur, il met à disposition son inventaire à plusieurs SSP qui eux-mêmes, parfois, quand ils n'arrivent pas à vendre cet inventaire, remettent à disposition à d'autres SSP ou à d'autres vendeurs. Et parfois, du coup, on a ce qu'on appelle des rebonds, comme ça. Quand nous, on va demander une impression, ça va se balader d'inventaire de revendeur en revendeur avant d'arriver au bon revendeur. Et je vous laisse imaginer que du coup, ça fait des tonnes d'appels serveurs, des tonnes de stockage d'informations qui sont complètement inutiles. Si je vous retranscris ça dans une vie un peu plus classique, dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez le choix entre, en tant que client, d'aller chez votre producteur en direct au bout du champ, ou de passer par le primeur du coin qui lui-même passe par le producteur, ou alors d'aller chez votre épicier ou votre supermarché qui potentiellement, lui, a fait appel à un grossiste, qui a fait appel à un centre de conditionnement, qui a fait appel au centre de collecte. Vous voyez bien que le nombre d'intermédiaires, il n'est pas le même. C'est exactement la même chose en publicité. Vous avez la voie directe et vous avez les voies moins directes. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde n'a pas les capacités d'aller chez le producteur au bout du champ. Moi, perso, j'habite Levallois, le bout du champ, il n'est pas si près que ça. Donc, c'est pas une voie qui est possible pour moi. Donc, c'est pas pour autant que l'écosystème ne doit pas exister tel qu'il est aujourd'hui. En revanche, la question, c'est qui sont les intermédiaires réellement utiles et comment je fais pour choisir la voie qui est finalement la plus proche de moi. Si je peux pas aller chez le producteur, pas grave, je passerai par le primeur. Mais il y a peut-être des voies quand même à optimiser. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'univers programmatique. On essaye d'aller optimiser ce nombre de voies en essayant de travailler autant que faire se peut avec les chemins le plus courts. Parce qu'aujourd'hui, pour un inventaire donné, on a déjà constaté qu'on a parfois 350 options de voies, soit à peu près 50 vendeurs différents pour un inventaire donné. C'est-à-dire que moi, quand je décide d'acheter un inventaire sur un site, parfois j'ai 350 options. C'est beaucoup trop, c'est inutile et effectivement, ça fait beaucoup trop d'intermédiaires. Donc, on travaille avec un acteur qui s'appelle Upvisor et qui, globalement, essaie de nous travailler des chemins les plus courts possibles qui permettent à ce que nos outils, donc la partie ce qu'on appelle le DSP, donc l'outil qui nous permet de nous connecter aux enchères, nous permettent de nous connecter directement à l'éditeur sans passer par tout un tas d'intermédiaires. Donc dès que c'est possible, on essaie de passer par ça. Ça fait pas 100% des campagnes pour plein de raisons, c'est impossible et ça serait pas utile, mais en tout cas dès qu'on peut le faire, on essaye pareil de maximiser cette voie pour diminuer cet impact et le volume de transfert que génère l'achat programmatique. On a la partie compensée, après avoir mesuré et réduit un maximum, parce qu'effectivement, moins c'est bien, mais c'est toujours trop, et on n'arrivera jamais à atteindre le chiffre 0. Donc c'est vrai que on commence à travailler depuis quelque temps avec 2 partenaires qui, après avoir fait ce constat de consommation. C'est avec ce genre de partenaire qu'on va essayer de renvoyer l'ascenseur, entre guillemets, par le biais de soit CO2 Balance, qui est donc un acteur qui travaille pas tant sur des problématiques écologiques, mais plutôt sur des problématiques d'impact social dans des zones rurales de pays en développement. Ils ont 2 principaux projets en ce moment qui sont les fours de cuisson en Afrique et la réhabilitation de puits en Ouganda. Donc, globalement, quand un annonceur à mesurer son volume de CO2, une partie de l'argent de la campagne est renvoyée à ces entreprises pour sponsoriser en général pour sponsoriser ce genre de projet. Et l'autre
avec lequel on travaille beaucoup, c'est Carbon App, qui lui permet de compenser, pareil, les émissions de carbone, mais pour le coup, c'est plus des projets locaux et locaux, et en France, en l'occurrence, et c'est l'ADEME et le ministère de l'Agriculture. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un vrai champ de poires qui n'existerait pas si la campagne Innocent n'avait pas été menée. C'est partie de ça liée à l'amende qui a été faite à l'installation de poires dans ce champ en vue effectivement de faire ce champ de poires à terme. Alors, je vous le disais un petit peu en introduction, il n'y a pas que l'écologie dans la responsabilité. J'aime bien cette phrase de Thomas Jefferson qui effectivement exprime que la liberté aujourd'hui que l'on a dans nos pays, elle dépend aussi de la liberté de la presse. Historiquement, la publicité, elle sponsorise énormément le média presse et globalement les journalistes. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est que les investissements qui vont vers la presse papier diminuent au profit du digital. Donc, il est aussi du devoir du digital, qui est une source d'information aujourd'hui, de ne pas négliger cette partie-là. Côté groupe M, on a travaillé une offre qu'on a appelée Back to News, qui permet de rappeler effectivement que la responsabilité, ça rime pas qu'avec écologie, et qui permet aux marques de soutenir un journaliste indépendant et de qualité en réinvestissant auprès des éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est persuadé que dans un monde où voilà, vous avez des journalistes indépendants, labellisés, qui travaillent à ce que les informations soient vérifiées, validées, correctes, c'est le meilleur moyen de contrer la désinformation et toute la fake news que l'on a tous entendu, qu'on entend tous au quotidien, et que donc le meilleur moyen de contrer la désinformation, c'est d'accompagner l'information. Donc aujourd'hui, on travaille le plus possible avec les annonceurs à ce qu'une partie de leur budget, c'est très récent, donc j'ai pas d'exemple à vous donner parce que c'est un lancement qui est en cours, mais on croit dur comme fer à l'importance que nos métiers ont, à ne pas oublier qu'aujourd'hui, s'il y a plus d'argent dans les médias et dans les médias qui sont labellisés avec du contenu journalistique, demain, il n'y a plus d'informations vérifiées. Alors, les réseaux sociaux et les informations qui passent, c'est bien, hein, il y a des choses intéressantes, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement fausses ou sorties de leur contexte. Et c'est vrai que la lecture, elle n'est pas toujours facile quand on n'a pas les explications de contexte autour d'une vidéo qui a été coupée avant-après. Donc, mine de rien, l'activité journalistique, qui est un métier, elle nous paraît importante pour justement avoir des informations de qualité et un débat d'idées, parce que s'il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de débat. Et c'est vraiment un point sur lequel on essaie d'ancrer fortement nos annonceurs. Donc, on travaille avec eux à des inventaires qui sont mixtes pour le coup, à la fois digital et à la fois presse. Et demain, on travaille aussi à ce que les inventaires de ce pack soient audio, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont écrits par des journalistes ou par des journalistes indépendants ou des journalistes affiliés à des médias. Et à la télévision également sur certains critères pareil journalistiques. On travaille à ce que le cadre de diffusion, donc la manière dont les publicités vont être poussées, soit autour d'informations de qualité, et on travaille effectivement à garantir la brand safety de nos annonceurs, donc s'assurer que parce qu'un annonceur, il est toujours un petit peu frileux à passer sur des sites de news, parce que l'actu chaude, ça fait toujours un peu peur. On n'a pas envie de se retrouver quand on s'appelle Air France à côté d'un article sur un crash d'avion, globalement. Donc, c'est aussi ça, notre travail, nous, de garantir ce qu'on appelle la brand safety de la marque. Voilà, et j'en ai fini sur cette intervention sur la partie responsabilité. S'il y a des questions, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Aurélie. De rien. Oui, il y a une question de Marine qui dit avec les nouveaux formats optimisés, donc vidéo réduite, privilège des contenus statiques, cas moins de consommateurs, etc. Avez-vous des statistiques, des retombées identiques ou c'est là un impact mineur sur les résultats?
Alors, ça n'a pas un impact mineur. J'ai pas de chiffres à donner là dans l'immédiat parce que ce qui est très difficile aujourd'hui à isoler, c'est l'impact de chaque variable. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire un peu tout d'un coup, entre guillemets. Donc, on pousse les annonceurs à diminuer le poids de la vidéo. Comme tu dis, effectivement, plus on va chercher ces contenus optimisés, mieux ça marche. Mais comme on les pousse aussi à travailler avec des contextes qui sont plus écologiques, à travailler aussi au sein de connexions qui sont plus Wi-Fi, etc., etc. C'est vrai que là, à l'instant T, on n'a pas pour l'instant isolé variable par variable quel est le poids de quoi, de quoi dans la réduction de CO2. Il y a des équipes qui y travaillent. Moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais effectivement, ça fait partie des champs qui sont en cours de développement. Ça ne fait de toute façon que se développer. Tu vois, il y a encore 4 ans, on n'avait pas un responsable RSE au sein du groupe ou Green, etc. Aujourd'hui, ils sont deux, plus un représentant dans chaque agence. Donc, ça commence à faire des équipes voilà, qui grossissent petit à petit. Et ça, c'est que pour la France. On est appuyé aussi par le global sur ce genre de choses. Donc, ça ne va faire que grossir. Et tous les acteurs qui se lancent dans cet exercice vont aussi nous aider à avoir plus de chiffres et plus d'informations. Merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Désolée. OK. Non, mais c'est normal parce qu'il y a un peu de latence sur le direct. Donc, C'est ça. Ça peut expliquer. Oui, c'est sûr. En attendant les questions qu'elles arrivent sur le sujet, moi, Aurélie, j'en avais une, puisque en tant qu'ancien d'agence, je trouve que c'est un super sujet. C'est quoi la difficulté dans la vente des plans auprès des annonceurs? Est-ce qu'il y en a déjà? Parce qu'on sait que de toute façon, tout le monde a envie, mais est-ce qu'il y a une difficulté majeure aujourd'hui à intégrer ces indicateurs ou à les comprendre? Parce que ça peut avoir un effet, je dirais, un contre-pouvoir, par exemple, par rapport à ce que veut l'annonceur ou ce qu'il a envie de faire, ou même par rapport aux objectifs de communication, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est pas facile à vendre. Je trouve que il y a eu 2 phases. On commence à rentrer dans une nouvelle phase. Je trouve qu'il y a eu une phase de 3-4 ans où on a été interrogé pour mesurer. Mais ça s'arrêtait là. OK, on a fait un constat, on a dépensé tant, mais on savait pas trop quoi en faire. Les annonceurs se disaient, bon, bah, alors déjà, j'ai mis de l'argent pour calculer, parce que tout ça, c'est de l'argent. Hein, et à la fin, mesurer, ça coûte, compenser, ça coûte, optimiser, ça coûte. Donc, les annonceurs, ils ont un budget média. Pour certains plus ou moins gros, c'est vrai que c'est plutôt les très gros qui vont aller sur ce genre de système parce que pour les autres, il y a toujours à se dire est-ce que je bascule une partie de mon budget à faire de la mesure, de l'optimisation, etc. Ça, c'est le premier point. On commence à rentrer dans la phase où maintenant ceux qu'on mesurait décident d'aller plus loin, de modifier ses campagnes, de compenser, etc. Et je pense que ça va entraîner les autres un peu plus dans son sillage. Ça reste pas facile à vendre parce que les annonceurs, ils sont comme tout le monde, en fait, ils ont aujourd'hui des problématiques de inflation des coûts et du coup et en conséquence c'est difficile de mettre de l'argent ailleurs quand en parallèle le prix des transports de mes canettes de X soda a explosé, quand j'arrive plus à vendre tel produit, etc. Donc tout le monde est un peu dans cette crise de l'inflation. Donc c'est pas l'année la plus facile pour pousser ce genre d'offre. Néanmoins, on sent qu'il y a quand même une adhésion qui est de plus en plus forte à cet exercice et ce qu'on essaye de démontrer le plus possible, parce qu'à la fin, c'est ça que l'annonceur va aussi regarder, c'est que ça n'entache en rien les performances de campagne. Et c'est ça qui fera le changement. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de mal à le démontrer parce qu'on moquait de données. On avait beaucoup de mal à dire aux annonceurs, mais regardez, on peut faire les deux. Et de plus en plus, on arrive à démontrer qu'on peut faire les deux. Et je pense que c'est ça qui fera la balance vers beaucoup plus de plans compensés, entre guillemets, ou à minima réduits en termes de direction pour baisser sa consommation. Merci. Je ne sais pas si, Roman, il y a d'autres questions sur le live, sur LinkedIn ou sur YouTube. Et alors, en attendant d'avoir le sujet, tu me dis, hein, est-ce que ça fonctionne aussi sur les petits clients? Parce qu'on peut imaginer que les gros soient hypersensibles là-dessus. Voilà, vous avez des gros clients. Ouais. Je crois qu'il y a Stellantis. Bon, bref, tous ces gros clients qui aujourd'hui composent le portefeuille
Ouais. du groupe, mais sur les petits clients, ceux qui regardent, je ne dis pas que les gros regardent pas, sont pas près de leurs sous, mais au contraire, même parfois un peu plus que. Un peu plus même, ouais. Ouais. Mais est-ce que les petits ou des budgets qui aujourd'hui font appel à vos services pour déployer sur le digital, est-ce qu'ils y sont sensibles ou c'est encore pas encore un sujet? Non, je trouve aujourd'hui que les gros, ils sont sensibles parce que ils ont conscience qu'ils doivent en être sensibles, mais qu'avant tout, c'est personne dépendant. Et si à la tête du média, il y a quelqu'un qui a cette Mm. fibre-là, il y sera sensible, quel que soit le budget de média qu'il a derrière. Donc aujourd'hui, mais comme beaucoup de sujets, hein, ça dépend un peu de la personne qui est aux commandes et de la sensibilité qu'il a ou de la prise de conscience qu'il a sur le sujet. Et comme il y a de plus en plus de monde qui ont cette conscience, il y a de plus en plus de monde qui nous tire vers ces sujets-là et ou en tout cas qui nous accompagne vers ces sujets-là. Donc, à un moment, c'était vraiment les gros parce que on les poussait à avoir cette prise de conscience. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de petits ou gros. C'est vraiment personne dépendante, je trouve. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que d'accord, c'est encore un sujet de personne, d'individu, Moi, je trouve, Ouais, ouais, pour l'instant, oui. d'accord. C'est vrai. Et d'où l'importance de sensibiliser nos futurs e-talents là-dessus. Exactement. Et c'est important que demain, c'est eux certainement qui seront en responsabilité de leur dispositif. Et Ouais. c'est vrai que c'est important. Oui. Il faut pas oublier le poids effectivement qu'on a. C'est pas juste de la publicité. Il y a effectivement plein de choses derrière la publicité, à la fois écologique comme on se l'est dit, mais de responsabilité dans l'argent qui a été mis pour faire fonctionner l'écosystème global. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête et je suis sûre que les prochaines générations l'auront encore plus. Super. Je sais pas, t'as des questions, Roman? Oui. Ah, super. Sur les algorithmes des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que ça valorise, ça valorise ce genre d'initiative? Alors, la partie écologique, je suis pas certaine, non. Alors aujourd'hui, il y a des acteurs, pas spécialement sur la partie réseaux sociaux, mais sur la partie plus programmatique. Mais d'ailleurs, je crois que vous avez l'intervention de Greenbirds qui va vous parler de tout ça, qui tendent à justement effectivement aller améliorer où est-ce que on va être diffusé, etc. Donc, il vous parlera ça en l'occurrence. Sur la partie responsabilité autour des contenus. Les réseaux sociaux, ils ont plutôt tendance à pas faire ça, justement. Aujourd'hui, l'algorithme d'un réseau social, il est fait pour vous pousser le contenu que vous avez l'habitude de voir. Autrement dit, vous regardez que des vidéos de chats, vous allez voir que des chats. Si vous regardez complètement autre chose, vous allez voir complètement autre chose. Donc, l'algorithme des réseaux sociaux, aujourd'hui, il a plutôt tendance à vous pousser ce qui va cliquer, donc à vous pousser ce que vous aimez. Il n'est pas tellement neutre dans sa capacité à vous montrer plusieurs versions de débats d'idées ou plusieurs versions d'une même histoire. Donc, il faut faire attention, il faut en avoir conscience et il faut savoir chercher. La clé pour moi sur le digital, c'est de savoir chercher. Merci beaucoup. Ben de rien, merci à vous.